Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ouverture aujourd'hui et nous allons parler défense Marshall. Alors, je vais vous mettre tout de suite l'en-tête, voilà. On va voir la réfutation de la défense Marshall. Alors, c'est difficile aux échecs de réfuter une ouverture. Je sais que sur la chaîne Blitzstream, Kevin et Fabien avaient un projet de faire une série Réfutez-moi cette ouverture pour les ouvertures qui sont justement réfutables et mauvaises. Mais pour l'instant, ils n'ont pas commencé. Et peut-être une des raisons, c'est qu'il y a des trucs vraiment qui sont. Enfin, en général, même si l'ouverture est douteuse, ça dépend ce qu'on veut faire, mais réfuter, c'est on se dit, on plie la variante. Et ça, c'est dur aux échecs parce que on sait que souvent, quand on est en position avantageuse, l'adversaire a plein de ressources. Et en plus, avec les ordinateurs, ils nous montrent très très souvent qu'ils arrivent à faire des miracles pour sauver des positions complètement horrible. Donc forcément, comme il y a déjà plein de ressources aux échecs en général, dès le début de la partie, il reste beaucoup de pièces pour atteindre une position vraiment gagnante, c'est très dur. Alors après voilà, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Réfuter, on peut dire prendre un net avantage, on peut dire on a réfuté la variante. C'est un peu, voilà, on n'est pas obligé non plus d'être complètement gagnant. Et d'ailleurs, ça sera difficile voilà, d'obtenir un avantage complètement gagnant dans l'ouverture, comme je viens d'expliquer. Donc voilà, on va considérer que net avantage, c'est on atteint à peu près notre objectif par rapport à réfuter l'ouverture. Allez, donc un petit mot d'abord sur Frank Marshall. Frank Marshall, joueur américain, célèbre de l'histoire des échecs, qui était dans les meilleurs joueurs du monde. Et j'ai remarqué en préparant cette vidéo qu'il avait été champion des États-Unis de 1909 à 1936 pendant 27 ans. Donc c'est assez fascinant. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a Reshevsky qui est arrivé. Je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est possiblement Reshevsky qui l'a détrôné. Et puis Fischer est né en 1943, donc forcément, il était encore trop jeune, même si il a remporté le championnat des États-Unis quand il avait 13 ou 14 ans. Voilà, donc il est arrivé pas si longtemps après. Mais oui, c'est le passage de génération, puisque Marshall, si je ne m'abuse, est mort en 1944, soit un an après la naissance de Fischer. Voilà. Donc Frank Marshall, qui était un super joueur d'attaque, et qui a aussi créé Marshall Chess Club à New York. Ça fait erreur de ma part. Donc, joueur qui a marqué l'histoire des échecs à plusieurs titres. Et il aimait beaucoup inventer des choses dans les ouvertures. Alors, il est le plus connu pour avoir laissé son nom à deux excellents gambits, surtout un qui est très connu dans la partie espagnole, qu'on peut montrer rapidement. Voilà, alors comme c'est une vidéo sur ouverture, ça va durer un peu plus longtemps probablement que d'habitude, même si mon objectif est de faire le plus court possible pour essayer de faire la réfutation voilà, la plus courte possible. Donc on va quand même, on est obligé de montrer le gambit Marshall de la partie espagnole en introduction, sinon ce serait une erreur de production. Donc qu'est-ce que j'ai fabriqué? Tout va bien, fou B3, fou E7, tour E1... Petit roc, C3, et donc le gambit Marshall il arrive ici. Voilà, les noirs qui envoient D5 et qui donnent le pion E5. Avec l'idée, principalement C6. Alors lui, il n'avait pas forcément joué comme ça dès le départ, mais c'est le coup qu'on a compris plus tard comme le meilleur. Et après D4, fou D6, la tour s'en va, la dame arrive. Et il faut faire attention parce qu'on voit les pièces noires qui sont extrêmement menaçantes par rapport au roi blanc qui est un peu abandonné par ses pièces. Et puis il y a un retard de développement côté blanc. Voilà, donc gambit Marshall qui est excellent. Un siècle plus tard, on continue de jouer ce gambit au plus haut niveau. Levon Aronian, par exemple, est un grand spécialiste de ce gambit. Je pense aussi Michael Adams et tout un tas d'autres joueurs qui aiment bien l'utiliser. Voilà, alors il est connu aussi pour un autre gambit qui est également très bon, mais moins, quand même, on rencontre moins souvent. Donc c'est dans la défense slave. Défense semi-slave plutôt. Non, pas du tout. La slave triangle, voilà, E6. Hop. La slave triangle, comme on peut l'appeler. C'est pas forcément un autre nom. Et là, il a inventé un gambit Marshall qui est E4. Pion prend, cavalier prend, fou échec, fou D2, dame prend pion, fou prend, dame prend échec. Et disons fou E2, cavalier E2, fou E2 qui est un jeu un peu plus souvent, qui donne aussi le pion G2, encore une fois si les noirs sont très gourmands.
Et donc un pion donné par les blancs, mais un magnifique fou de case noire qui n'a plus d'opposant. Et donc beaucoup de compensation ici pour les blancs. Très dangereux de jouer ça avec les noirs. Il faut être vraiment affûté au niveau de la théorie. Faut bien connaître, faut bien se rappeler aussi pendant la partie. Et donc c'est pas évident du tout. Je ne saurais pas trop vous conseiller de jouer ça avec les noirs, à part si vous étudiez vraiment la variante à fond. Voilà. Donc voilà pour les deux gambits Marshall qui sont vraiment connus et corrects. C'est quand même pas si facile qu'un gambit soit correct. Hein. Il y a plusieurs gambits qui sont discutables, voire douteux. Donc voilà, c'est important de montrer ça en introduction de cette vidéo, même si ça nous a pris 2 ou 3 minutes. Et alors maintenant, alors il a inventé plein d'autres petites choses. Donc j'ai appris aussi en faisant cette vidéo que la Scandinave avec cavalier F6, apparemment c'était Frank Marshall. Alors je sais pas si ça s'appelle la variante Marshall, mais en tout cas il avait aussi étudié par exemple ce genre de défense. Et bon, les deux qu'on a vu tout avant, les deux gambits étaient très bons. Il a aussi inventé des choses nettement moins bonnes, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va essayer de réfuter, défense Marshall. Et puis aussi par exemple j'ai vu qu'il avait que c'est lui qui était le coupable de ici sur la défense française cavalier C3, le coup C5, qui est également assez joueur assez imaginatif et qui aimait bien essayer d'avoir des positions d'attaque dès l'ouverture. On y va, donc D4, D5, C4, le gambit de la dame, oula, faux départ, c'est le fou qui a voulu sortir, fou F4, coup intéressant, mais on n'en est pas là pour l'instant. C4, gambit de la dame, pour l'instant tout va bien. Et alors que les coups répertoriés ici sont principalement E6, gambit dame refusé, C6 avec la famille des Slaves, D Français, gambit accepté, que je vous recommande aussi de jouer seulement si vous avez bien étudié les positions avec les noirs. Et puis on peut rajouter quand même, disons, comme coup... bon, là on a les trois coups vraiment très classiques. Après on a des coups moins connus comme la défense Chigorine, la défense Baltique, le contre-gambit albin. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour les possibilités des noirs ici. Ah, la défense autrichienne, voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités au deuxième coup. Et puis cavalier F6, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc cavalier F6, défense Marshall. Et là il a été moins inspiré. Défense Marshall assez douteuse, mais on verra qu'il y a un petit venin à l'intérieur, il faut se méfier. Toujours un petit quelque chose derrière la tête, ce Frank Marshall. Et alors les blancs vont chercher à réfuter cette défense. Donc le coup de principe ici, déjà qui n'est pas joué par un certain nombre de joueurs, malheureusement. Donc il ne profite pas de cette imprécision. Alors à noter une petite parenthèse qu'on peut aussi atteindre cette position par cavalier 6 premier coup. C'est 4 D5, des joueurs qui pourraient se dire je fais un peu comme une Grunfeld. Ouais, mais c'est raté comme Grunfeld. Complètement raté, c'est ce qu'on va voir. Donc on arrive ici, pardon. Et puis les blancs, s'ils veulent réfuter, ça me fait un peu penser au livre de Hans Berliner, qui était champion du monde par correspondance et qui a écrit un livre qui s'appelait Le Système. Donc, non pas mon système comme Nimzovitch, mais Le Système. Il faut lire ce livre, quoi. Et il essaie voilà, de trouver les coups les plus précis dans les ouvertures. Comme ça, bah, la correspondance, on sait que là, c'est un domaine du jeu d'échecs où ils cherchent vraiment, ils essaient de se rapprocher le plus possible de la vérité, à tel point que parfois ils peuvent réfuter les ordinateurs. Alors après souvent ça se transforme en combat d'ordinateur, mais il faut laisser tourner l'ordinateur très longtemps, avoir des puissants ordinateurs, mais les joueurs par correspondance, par leur conception avancée, peuvent régulièrement avoir des meilleures options de jeu que les ordinateurs, notamment dans les ouvertures, mais aussi dans le milieu de jeu et dans les finales. Alors, et donc il aurait, enfin d'ailleurs peut-être qu'il en parle dans son livre à vérifier, mais C prend D5, c'est sûr que c'est le coup qu'il aurait dit. On casse le pion D5, les noirs ne peuvent pas remplacer le pion D5 qui vient disparaître par un autre pion, c'est pour ça qu'on aime bien jouer sur le gambit de la dame le coup E6, comme ça s'il prend on prend, ou le coup C6, comme ça s'il prend on prend, et on remplace notre pion au centre par un pion, ce qui est important si on veut dominer toujours la case 4 et puis avoir notre pion dans le centre. Voilà, donc c'est raté après cavalier F6, donc erreur de la part des noirs on peut dire. Ou alors ils ont choisi cette défense douteuse volontairement. Pion prend D5 et les noirs n'ont plus de pion au centre. Pour l'instant. Et ça va être dur d'en ramener un. Donc ici deux possibilités. Dame prend qu'on verra à la fin. Il faudra juste pas que je l'oublie. Et puis cavalier prendre 5. Quel coup normal. Décidément, l'arbitre siffle.
quand je déplace pas la souris exactement sur la case. Cavalier prend D5. Voilà. Et ici, moment important quand même pour les blancs. Le coup le plus tentant, bien sûr, c'est E4. Prise du centre. Et là, on pourrait se dire, bah, je t'ai presque déjà réfuté. J'ai pris le centre, tu dois bouger une troisième fois ton cavalier. On sait qu'on conseille aux joueurs de ne pas bouger 2 fois la même pièce, si possible, dans l'ouverture. Là, déjà, le cavalier doit bouger 3 fois. Cependant, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avant de revenir sur le quatrième coup des plans, les noirs ont une idée derrière la tête, qui est cavalier F6, attaque le pion, et après cavalier C3, qui est le coup le plus standard. La grande idée de Marshall, enfin, en tout cas, j'imagine, c'est, enfin, je suppose qu'il n'aurait pas inventé ça s'il n'avait pas eu cette idée, même si je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est de jouer E5 ici. Voilà. Sûr à 99% que c'était vraiment l'idée de Marshall quand il a inventé cette ouverture, cette défense contre le gambit dame. Et alors c'est un peu piégeux, voilà. Il veut, alors déjà sur le principe c'est excellent ce coup E5 parce qu'on n'a pas le droit aux échecs de laisser l'adversaire avec un centre comme ça et ne rien faire. Il faut absolument faire quelque chose et si possible immédiatement attaquer le centre. Donc E5 c'est bien dans cet esprit. Alors vous allez me dire il donne un pion, certes, alors que se passe-t-il s'il prend? Donc dame prend D1 c'est l'idée. Donc sur cavalier prend E4, les noirs établissent l'équilibre matériel et bon, ils n'ont pas forcément à se plaindre, le cavalier en D1 va devoir ressortir, perdre un coup, ok. Donc roi prend D1. Ça c'est normal. Et cavalier G4. Et un classique, c'est-à-dire qu'on attaque les deux pions d'un coup. Donc les noirs s'apprêtent à récupérer leurs pions et on peut déjà considérer que c'est satisfaisant. Alors, j'ai poussé un petit peu les variantes quand j'ai préparé cette ligne parce que je voulais voir un peu plus la vérité. Moi aussi, je voulais essayer de me rapprocher un peu comme les joueurs par correspondance de la vérité. Et j'ai demandé son avis à l'ordinateur. J'ai demandé à Stockfish 8 qu'est-ce qu'il pensait ici en le laissant un petit peu tourner. Alors, pas non plus très longtemps, mais un minimum. Et donc, c'était assez amusant parce qu'il proposait cavalier D5, contre-attaque. Et après cavalier prend F2 échec. Alors je vous montre juste la ligne vite fait, c'est pas le thème du tout, mais je vous montre que au début il pensait peut-être que les blancs pouvaient obtenir l'avantage et en fait ça revient très proche de l'égalité vers la fin. Donc roi E1, chacun va chercher la tour de l'autre. Les blancs restent avec un pion de plus, mais ils sont doublés isolés au centre comme ça. Donc pas non plus très grande impression. Et puis alors après il y a l'ordinateur qui fait des petits combats. Donc il fait roi E2 parce qu'il veut continuer à laisser ce cavalier coincé en H1. Fou échec à F3. Chacun va essayer d'attraper le cavalier de l'autre. Voilà, donc les blancs préfèrent attraper un pion. En échange, et les noirs font une opération de sauvetage. Ils lancent le pion H pour sauver le cavalier H1. Bonne idée, les blancs qui se préparent avec roi E3 à sortir le fou pour attraper le cavalier. H4, fou sort, H3 et le pion vient en renfort. Et donc sur tour prend, bah, c'est ça qu'il faut prendre. Hein. H prend, tour G1, fou prend, roi prend, tour prend. Bon, c'est... Voilà, les blancs se débarrassent d'un pion doublé isolé en isolant un pion adverse. Prise. On va s'arrêter là. On est déjà allé très loin. 24e coup. Et on se retrouve avec quoi? Eh bien, une finale avec paire de fous, certes. Mais un pion passé pour les noirs. Bon, ça devrait être, normalement, une partie nulle ici. Selon toute vraisemblance. Bon, donc D prend E5 ne permet pas d'obtenir avantage. C'est a priori confirmé par le module d'analyse. Donc... un autre coup qui peut laisser penser aux blancs qui vont prendre l'avantage, c'est cavalier F3, avec idée prise, et on a un petit peu mieux développé et on a un pion dans le centre. C'est trop léger et ça va s'évaporer. Après fou C5, par exemple fou E3, roc, il y avait des pièges un peu partout cachés, mais disons par exemple cette variante, prise, fou E6, B3, cavalier C6, bon, ici, peut-être c'est encore un léger avantage blanc symbolique, mais vraiment difficile d'imaginer que les blancs puissent vraiment conserver un avantage tangible ici. Moralité, si après pion prend D5, cavalier prend D5, qui était très bien de la part des blancs, on joue E4 tout de suite, et bien après cavalier F6, si on joue cavalier C3 en tout cas, qui est le coup le plus normal, après E5, les noirs sont très proches d'égaliser. Alors on n'a pas montré un autre coup qui est D5, mais en fait finalement c'est une des pires idées pour les blancs. Alors certes, les noirs doivent pas tomber dans le piège de faire fou B4 et tout de suite puisqu'il y a dame échec, et là malheureusement on n'a pas caisse C6, donc on perd la pièce, donc classique, donc piège classique, attention. Mais après D5, les noirs vont faire C6, qui attaque le centre, et ils préparent ce coup fou B4, et il y a de la pression sur E4, sur D5, et ici c'est considéré comme
particulièrement satisfaisant pour les noirs. Je vérifie vite fait parce que j'avais pas rajouté cette ligne. Voilà, l'ordinateur, alors je ne l'ai pas laissé tourner, mais il donnait en gros une égalité ici. Et de mémoire, c'était complètement équilibré au minimum pour les noirs. Voilà, donc c'est l'idée aussi des noirs dans cette variante sur D5, de faire C6, très important. Et essayer de miner ce centre, et on a mis un pion au centre, et on est prêt à sortir fou B4 qui pourrait faire mal. Voilà, donc voilà, E4, bah, malheureusement, c'est tentant, c'est le plus naturel, mais c'est pas le bon coup, et dans ce cas-là, ça aurait été bien pour les noirs de jouer la défense Marshall, mais nous, on a dit qu'on voulait réfuter ça, et c'est là qu'on arrive à la clé de cette position. Donc si on comprend que sur E4, on va avoir un problème, ah oui, la dernière chose que je vous ai pas dit, c'est sur E4, cavalier F6, qu'on peut jouer E5, mais toujours un peu délicat de jouer ça, puisque certes on prend l'espace avec le coup de pion, mais on donne la case D5 à l'adversaire. Et ici c'est amusant, parce qu'après fou C4, cavalier B6, on est retombé dans une variante du gambit dame accepté. C'est pion prend C4, E4, cavalier F6, E5, cavalier prend, fou prend C4, parce qu'il y a le pion C4 dans cette variante. Et on arrive ici. Voilà. Et il y a fou D3 ou fou B3. Je ne sais pas exactement ce que ça donne d'un point de vue théorique. J'imagine que c'est toujours un léger avantage blanc. Mais bon, de toute façon, on ne joue pas avec les blancs contre la défense Marshall pour transposer dans le gambit dame accepté. C'est pas l'idée à la base. Voilà, donc vraiment ici, il faut jouer cavalier F3. Voilà, c'est le coup que vous devez jouer si vous voulez vraiment jouer le meilleur coup. Alors, simplement, en pratique, j'ai vu beaucoup de parties. Les blancs jouent E4. Les noirs jouent cavalier F6, les blancs font cavalier C3, et les noirs ne connaissent pas le coup E5 parce qu'ils n'ont pas fait la défense Marshall volontairement, et donc les blancs ont un très bon jeu. Mais voilà, aux échecs, on doit penser comment? On ne doit pas penser comme ça, on ne doit pas dire « Oh, je peux jouer ça, mon adversaire va jamais faire E5 ». Dans la réalité, c'est ce qui va se passer. Maintenant, aux échecs, normalement, on ne joue pas en espérant que l'adversaire fasse pas le bon coup. On essaye de jouer quand même les meilleurs coups. On compte pas sur des mauvais coups de l'adversaire. Donc, vraiment, si vous voulez avoir la bonne approche, c'est cavalier F3. Voilà. Vous ne vous exposez pas au fait que votre adversaire ait joué cette défense volontairement et qu'il joue E5 et qu'il vous embête. Donc, en plus, c'est un thème très important. C'est-à-dire que, finalement, on veut prendre le centre avec E4, mais on ne veut pas lui laisser ce contre-jeu avec E5. Et ça fait penser à beaucoup de variantes où on joue ce cavalier F3 comme ça pour éviter des E5. Beaucoup de variantes du gambit dame ou des parties du pion dame en général. D'ailleurs, on peut citer la plus connue, même si ça fait une nouvelle parenthèse, mais bon, on en profite pour une fois qu'on parle ouverture, allez, on se laisse un peu aller. Donc, nouvelle parenthèse, donc après D4, cavalier F6, C4, il y aurait le gambit de Budapest. J'ai reçu un mail aujourd'hui qui m'annonçait la sortie d'une nouvelle version du livre de Moskalenko sur le fabuleux gambit de Budapest, bon, c'est en anglais. Et voilà, donc gambit de Budapest, c'est ici. Tout à fait un gambit que Frank Marshall aurait pu inventer. Et les blancs, parfois, enfin, un des coups théoriques blancs, ici, et notamment qui évite le gambit de Budapest, c'est cavalier F3. Voilà, on n'est pas forcément ultra effrayé d'affronter le gambit de Budapest, mais à noter que ce coup cavalier F3 est un coup qui, dans la même idée, empêche E5 et certaines autres variantes avec E5. Même chose sur D4, D5, C4, pion prend C4, gambit, dame accepté. Et bien sûr, E4, il y a E5 qui est une grande variante. Donc ça nous fait penser quand même vraiment à la défense Marshall aussi. Et cavalier F3, c'est aussi un coup tout à fait valable et recommandable pour les blancs. Donc même idée, ne pas laisser du E5 libérateur finalement pour les noirs. Bon, et bien au final ici, voilà pourquoi cavalier F3 est le coup le meilleur de la position. Le coup que Hans Berliner aurait recommandé dans son livre Le Système. Si ce n'est pas dans un chapitre d'ailleurs. Voilà. Bon, et bien maintenant on va regarder les variantes possibles pour les noirs et on va montrer pourquoi les blancs ont l'avantage dans toutes les variantes. Ça va pas être très long. Alors, bon, voilà l'idée de base, faire E4. Donc si les noirs font... On va regarder d'abord deux coups qui empêchent le coup E4.
Bon, un troisième que j'ai pas mis, ce serait F5, mais on comprend déjà que c'est extrêmement moche de jouer un coup pareil. On joue le pion F, on affaiblit le roi, on donne la case E5, on donne la case E6. On bloque notre propre fou. Non, jetez plus, pas la peine d'analyser. Hein. Alors quand vous voyez des coups aussi moches dans une ouverture, cherchez pas forcément à dire « Oh, qu'est-ce que je vais jouer s'il me fait ça ?» Non, attends. Il a joué un coup tellement moche, tu joues ce que tu veux. Je veux dire... je voulais montrer, je disais, je cherchais un coup horrible pour les blancs, je me disais on peut se faire attraper le fou. Mais c'est amusant parce que même dans des lignes comme ça, des fois on peut jouer du E4, attaque le cavalier et bon, disons qu'il s'en aille. Bon, cavalier F6 peut-être c'était une autre option, mais peu importe. Et on peut jouer quand même comme ça. Et si ça se trouve, voilà, il a joué un truc tellement moche que même quand on perd une pièce, on fait check et mat. Je veux dire exemple. Voilà, donc F5, c'est très moche. Bon, vous pouvez jouer à peu près tous les coups que vous voulez ici, et vous aurez sans doute l'avantage. Peut-être cavalier C3, par exemple, ça peut être un bon coup. Donc, des coups qui empêchent le 4. Eh bien, on pourrait penser à fou F5 ou cavalier F6. Commençons rapidement par cavalier F6. Donc, très basiquement, cavalier C3. Remenace E4, à noter qu'il n'y a toujours pas E5 puisqu'on a fait cavalier F3. Donc, imaginons fou F5 pour stopper. Et là, c'est pas une bonne version pour les noirs, parce que dame B3, très classique de gambit dame. On va taquiner le pion en B7, et puis c'est désagréable. Côté noir, on reverra d'ailleurs ce type de position juste après, mais ici simplement pour dire qu'il peut donner son pion, mais on peut aller le chercher, et on est quand même assez développé, on a des bases assez solides pour aller chercher un pion, puis rentrer avec la dame. Voilà pour cette position. On revient à cavalier F3. Et donc maintenant on va regarder fou F5. Voilà, c'est le coup le plus critique en quelque sorte pour empêcher E4. Et là je me suis rendu compte que c'était quand même plus compliqué que ce que je croyais initialement. Même si les blancs obtiennent vraiment le net avantage s'ils jouent bien. Donc au départ, mon idée était de faire dame B3 de la même façon que... En fait souvent quand il y a le fou qui arrive en F5 comme ça, si on répond dame B3 et qu'on met une pression aussi sur D5 en même temps, ce qui est le cas ici, par exemple il n'y a pas de dame C8, puisqu'il perdra le cavalier, c'est positif pour les blancs. Ici c'est plus compliqué parce qu'il peut jouer E6 bon coup, c'est-à-dire il joue pour le développement, il est déjà en avance de développement à la sortie de 2 pièces mineures. Et cette fois-ci, si on va chercher le pion, après cavalier D7, eh bien il a des compensations tout à fait intéressantes. Parce qu'il est déjà prêt à sortir son fou et à roquer très très vite. Il peut jouer du tour B8, il a déjà sorti quand même 3 pièces mineures. Ici, c'est pas évident que les blancs puissent prendre l'avantage, loin de là. Donc ça, on peut le déconseiller. Voilà, donc dès que vous allez essayer de chercher un pion avec une dame, toujours vous devez vous dire, bon, j'en suis où de mon développement par rapport à mon adversaire. Et si vous voyez que vous êtes trop en retard, laissez tomber. Hein. Ou même un peu en retard. Parce que c'est sûr que dame prend pion, ça va aggraver votre retard. Donc si vous êtes déjà en retard à la base, c'est très périlleux. Voilà, donc dame B3, E6. Et donc ici, le coup, le meilleur, ce serait cavalier C3. Oula, pardon, ça s'est fait tout seul. Cavalier C3, les noirs ne vont pas prendre. Ils vont plutôt jouer un coup comme fou B4. A noter que sur cavalier C6, cette fois, on peut envoyer E4. Car après prise en C3, on peut prendre F5. Et là, c'est un bon avantage pour les blancs. Après, par exemple, fou D2, qui empêche fou B4. Et puis on voit que les blancs ont tout un tas de possibilités. Tour C1, fou B5, dame prend B7, pion prend E6. Et c'est désagréable pour les noirs. On imagine que E prend F. Ici, pas très tentant. Côté noir, il y a du fou C4 qui arrive. Il y a du dame prend B7 qui peut faire très mal. Bon, je pense que c'est trop délicat. Voilà. Donc cavalier C3, par contre, fou B4. Et bon, cette position n'est pas extrêmement claire. Elle est sans doute un peu mieux pour les blancs, mais voilà. Ça nous prouve en fait que dame B3 c'était pas terrible. Donc ici c'est quand même assez remarquable de se dire que pour réfuter cette défense, il faut faire quand même deux coups pas si simples. C'est-à-dire qu'après pion prend, cavalier prend. On ne doit pas faire E4 qui était forcément notre première idée. On va faire cavalier F3. Et après fou F5. On ne doit pas faire dame B3 tout de suite, on doit faire cavalier BD2 d'abord. Voilà, pas évident. Hein. Donc, si on a fait cavalier C3, c'était moins efficace. Hein. Mais cavalier B2, c'est bien parce qu'on menace vraiment... Voilà, par exemple, si on joue cavalier C3, on menace pas E4. Parce qu'il prendrait en C3 attaquant la dame, contrairement à tout à l'heure.
Et si on reprend en C3, il prend E4. Donc, ici, cavalier BD2, c'est le coup, encore une fois, le plus précis. Et on menace E4 réellement. Donc il doit faire quelque chose. Il n'est pas très confortable à gérer cette menace. Donc disons qu'il s'en aille avec son cavalier. Et maintenant, voilà, forcément, il est temps de jouer Dame B3. Et maintenant, on est dans des bonnes conditions. Si il fait KSC6 en essayant de se développer pour réfuter Dame prend B7, ça marche pas bien. Puisque ici, il n'a pas de cavalier B4. Typiquement, hein, s'il avait un pion E6, il aurait du cavalier B4 très fort. Thème qu'on rencontre dans la défense baltique, par exemple. J'ai cité brièvement tout à l'heure, mais ici il est trop mal, il doit faire fou D7, et puis du coup on ramène la dame, et il a qu'une pièce sortie en plus que nous, et on peut faire E4, et on est en net avantage. Bon, un autre coup qu'on pourrait vouloir faire avec les noirs pour protéger les pions, c'est avancer. Souvent extrêmement dangereux de répondre comme ça, ça fait un gros trou sur la case C6, en général le roi peut se faire attaquer sur cette diagonale par du cavalier E5, fou B5, et c'est très délicat. La dame peut appuyer aussi. Notez qu'il y a de la pression aussi sur F7 potentiellement avec cavalier E5. Donc ici on joue cavalier E5 d'ailleurs. Et après E6, E4, coup thématique. C'est-à-dire, voilà, on veut placer ce fou B5 échec qui ferait extrêmement mal. Hein. Extrêmement mal. Très dur pour les noirs de gérer ça. Voilà, ils peuvent même pas prendre ici en fait, parce qu'après fou B5 échec, sinon ils pourront plus mettre une pièce en D7 puisqu'il y aura le cavalier qui sera fait dévier. Donc fou G6 et puis ici on peut jouer fou échec, cavalier et celui-là par exemple pour essayer de contrôler un minimum cette case et un très bon coup pour finir cette variante H4 qui menace H5 gagner une pièce et s'il fait H6 ou H5 ça va être horrible puisqu'on va prendre en G6 et il devra prendre du pion F, c'est une catastrophe. Notamment il y aura le pion E6 en prise, il y aura un peu tout qui traîne. Voilà, donc net. Là, c'est plus que net en fait. C'est avantage gagnant pour le coup ici pour les blancs dans cette variante. Donc sur B6. On revient à. Donc je rappelle, donc, le cavalier BD2, menace E4, cavalier F6, dame B3. Et dame C8, le plus raisonnable. Ici, les blancs sont tellement bien, ils peuvent jouer positionnellement, un peu comme une catalane. G3, E6, fou G2, disons C6. S'ils font cavalier C6, ça va vraiment pas arranger leurs affaires. Après cavalier E5 et le fou se réveille et bon c'est assez classique ici qu'il n'y a pas de cavalier prend puisqu'après dame échec ça va être une catastrophe, il faudra ramener le cavalier et on va se faire capturer par le cavalier blanc probablement ou même le fou d'ailleurs qui pourrait être très fort aussi. Donc C6 plus solide et cavalier E5 quand même. Et bon, les blancs sont vraiment ultra confortables, c'est à dire qu'ils peuvent faire le 4 s'ils ont envie, ils vont roquer très vite. Et puis le cavalier va venir sans doute en C4, le fou va se développer, ça va être ultra confortable, les noirs sont très serrés, donc ici c'est net avantage pour les blancs. Voilà, ça conclut la variante de fou F5 en fait, sur cavalier F3. Donc, je sais qu'on a vu beaucoup de variantes, si vous n'arrivez pas à vous y retrouver après tout ce qu'on vient de voir, c'est normal. Faudra refaire la variante tranquillement, voilà, coup par coup pour vous dire faut jouer quoi ici, je la remonte vite fait. Donc on revient au départ, défense Marshall, puis on prend D5, cavalier prend, on va revenir sur dame prend juste après, cavalier F3, et on était donc sur fou F5, qui empêche le coup. Et là, faut juste retenir, on fait pas dame B3 direct, en fait on fait cavalier BD2. Voilà, donc on retient qu'on fait pas E4 direct, on fait cavalier F3 d'abord, et là on fait pas dame B3 direct, on ne veut pas se prendre du contre-jeu, on fait cavalier BD2, menace E4. Et on veut qu'il détériore une pièce. Parce que ces deux pièces c'était très bien ici, mais maintenant il doit bouger une des deux pour pas se prendre une fourchette. Et ensuite on peut placer ce dame B3. En plus on a développé une pièce supplémentaire, donc on peut, par exemple s'il décide de sacrifier le pion, on peut aller le chercher cette fois-ci, puis rentrer à la maison. Et puis voilà, et à partir de là on a énormément de jeux. Et pour terminer, après cavalier F3, on va montrer le coup qui peut être le plus joué par les joueurs qui n'ont pas trop d'expérience, c'est-à-dire développer un cavalier, puisqu'on conseille de développer les cavaliers avant les fous dans l'ouverture. Voilà, KSC6. Et maintenant, je vais vous montrer une variante qui est très plausible et assez spectaculaire. Et j'ai un élève qui ne savait pas comment gérer la défense Marshall, il ne savait pas qu'on pouvait réfuter la défense Marshall il y a un an. Et je lui ai montré ça. Et cette année, en 2017, il a joué 3 fois en partie officielle
pratiquement exactement la même partie. Il a gagné 3 fois la même partie en gros, à quelques différences près, avec cette ligne que je vais vous montrer. C'est assez étonnant et remarquable. C'est un élève adulte. Et donc il est à peu près 1500 Elo, voilà. Et il a joué donc cavalier F3, coup de grand maître, voilà. On lui a joué 3 fois cavalier C6. Il a joué E4, c'est l'idée. Maintenant, bien sûr, on prend le centre. Cavalier revient. Maintenant, on joue KC3. Et donc, on a réussi absolument le rêve du joueur qui commence sa partie avec les blancs, c'est-à-dire prendre le centre comme ça avec 2 pions qui sont très difficiles à casser. Donc, pas de E5 toujours ici. Hein, c'est pas une bonne version, pas comme tout à l'heure. Et donc, le coup le plus tentant côté noir est fou G4. Clouage. Et puis, ben, menace sur le pion D4 quand même, puisque on menace fou prend cavalier. On menace pas autre chose que fou prend cavalier d'ailleurs, hein, puisque cavalier prend D4, il y aurait dame prend D4. Mais on menace fou prend cavalier, gagne un pion. Bon. Et les blancs jouent D5. Et là, vous pouvez être assuré que un joueur pas trop expérimenté va être en difficulté immédiatement avec les noirs ici. Bon, premier piège, cavalier B4. Dame échec, merci pour ton cavalier. Et deuxième piège beaucoup moins évident, c'est, alors qu'en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire que peut-être qu'il y a une ligne qui est forte pour les blancs sur cavalier A5. Ah bah c'est pas une ligne, je voulais faire du dame A4 échec, mais en fait, hop, cavalier au bord, cavalier mort. Pour une fois, ça se vérifie parfaitement. Alors, je sais pas s'il y a des contres ici pour les noirs, mais j'ai l'impression juste qu'ils vont perdre une pièce. Voilà. Donc D5, et alors le coup tentant pour les noirs, vous pouvez rencontrer, que mon élève a rencontré 3 fois, c'est cavalier E5. Donc, ben, il est cloué, quoi, quel est le problème? Et donc, si vous voulez vous faire un petit exercice, parce que vous avez été un peu sevré d'exercice dans cette vidéo ouverture, je vous invite à mettre la pause pour chercher la suite gagnante pour les blancs. Alors, c'est un classique, en quelque sorte, c'est un classique de clouage, la défense contre-attaque. J'aime bien ce thème. Comme typiquement, si vous connaissez le mat de Le Gall, c'est la même idée. Et donc, il pensait jouer sur le clouage, mais boum, on lui prend quand même. Ah non, je suis pas cloué. Ah, tu croyais que j'étais cloué? Finalement, j'étais pas cloué. Et là, mais si t'étais cloué, je prends ta dame. Contre-attaque, échec. Voilà, et on a déjà parlé de cette diagonale tout à l'heure. Et malgré la présence du pion en C7 et du pion en B7, qui permet du C6, ben ici, il y a quand même 3 pièces blanches qui visent la case C6. Donc c'est très embêtant et on se rend compte que ce roi n'a pas d'option. Donc si on met le cavalier, évidemment, par exemple fou prend ou cavalier prend, ça devrait revenir plus ou moins au même. Oui, parce que le cavalier n'est pas coincé. Et donc on va gagner une pièce. Je vérifie si on gagne plus qu'une pièce. Bon, une pièce est déjà très bien, voilà. Donc C6 et D prend C6. Alors c'est vrai qu'il faut avoir un peu le cœur accroché puisqu'on joue sans dame. Hein. Mais on a l'attaque gagnante. Voilà. Donc ici, il faut faire confiance un peu dans l'attaque. Il ne faut pas penser qu'au matériel. Et on menace de gagner la partie avec des découvertes de ce pion, bien sûr. On menace pion prend B7 ou C7. Les deux coups peuvent être forts selon la situation. Donc les noirs ont différentes choses. Alors la meilleure option pour eux, c'est A6. Ils n'ont pas de meilleur coup que ça. Et après C7 échec, comme ça ils peuvent prendre la pièce qui faisait échec. On prend en D8, il prend. Et à la fin, c'est finalement la pointe finale en quelque sorte, on attrape. Un petit coup de sifflet, ça nous manquait un peu. On attrape ce fou et on reste, même s'il va prendre le pion E4, on reste avec une pièce supplémentaire. Donc on a une position gagnante pour le coup. Voilà, si on arrive ici, on peut considérer qu'on a parfaitement réfuté la variante. Bon, et alors je vais vous montrer par exemple comment s'est terminé la dernière partie en date de l'élève dont je vous parlais. C'était au mois de septembre. Il y a eu fou A4, tentative de s'en prendre au fou. Fou prend. Bien joué, hein, parce que on n'est pas pressé de faire un échec, même si peut-être c'était une option de jeu. Mais on garde la menace, j'aime bien cette approche. Les noirs ont enlevé leur tour. Et ici, il y a eu un bon coup. Pion prend B7. Voilà, plus fort encore que faire C7 échec pour reprendre la dame. Et la partie s'est achevée brutalement après dame D7. Pion prend tour mat.
Voilà, assez élégant. Donc 13e coup de la partie. Échec et mat. Avec une sous-promotion tour. Donc on a 3 tours sur le jeu. Avec les blancs ici. Et on a maté. C'était une belle position finale que je voulais vous montrer. On peut parfois être sur C8, parfois être sur B8, parfois être sur A8. Hein. Imaginez que la tour soit restée en A8 et qu'on ait fait pion prend, pion prend. Voilà, on pouvait aussi faire une promotion tour mat. Alors bien sûr, vous allez me dire, il aurait pu mettre son cavalier en D7, certes. Mais ici, peut-être que le plus amusant, ça aurait été de faire une promotion dame encore. Et après ça, de reprendre. Tac. Et on peut compter les pièces. Mais on se rend compte qu'il en manque un certain nombre côté noir, puisqu'ils n'ont rien de moins que tour, cavalier et pion de retard, donc soit l'équivalent d'une dame. Voilà, donc complètement fini ici. Pour les noirs, eh bien, on a presque terminé, donc je vois que 35 minutes de vidéo, donc toujours, ça fait toujours ça avec les ouvertures, même quand on se dit, bon allez, on va montrer juste une petite réfutation de la défense Marshall, ça prend 40 minutes, voilà. Rien à faire, même si on veut pas montrer des lignes trop longues, etc. Parce qu'on n'est pas allé non plus dans des détails incroyables. Bon, c'est vrai que j'ai fait des digressions plutôt, qui j'espère vous ont diverti, mais des digressions sur Frank Marshall, sur les ouvertures qu'il avait inventées, sur d'autres ouvertures, etc. Gambida m'a accepté, on a parlé un petit peu, mais néanmoins, voilà, on se rend compte de quoi, que ça peut être assez facile de se noyer dans ce sujet des ouvertures. Bon, c'est aussi pour ça qu'il est passionnant. Mais il faut faire attention et je vous recommande, j'en profite pour faire une autre parenthèse puisque maintenant au point où on en est. Donc j'en profite pour faire une autre parenthèse très importante, c'est-à-dire que si vous voulez étudier les échecs, ne vous concentrez pas que sur l'ouverture, concentrez-vous sur toutes les phases du jeu. Et donc il y a principalement 4 phases de jeu aux échecs. Donc ouverture, c'en est une, mais la tactique, et là sans doute ça peut être un axe de travail extrêmement porteur et important pour vous si vous voulez progresser aux échecs. Donc si vous faites par exemple une vingtaine d'exercices par jour, ça fait qu'au final vous en faites à peu près 600 par mois. Si vous faites ça pendant quelques mois consécutifs, vous résolvez quelques milliers d'exercices tactiques, par exemple sur le site très bien pour la tactique Chess Tempo, eh bien sans nul doute vous allez voir des améliorations dans votre jeu qui peuvent être de différents degrés, mais ils peuvent être notamment spectaculaires. La stratégie, évidemment. Et puis les finales. Voilà. Ne négligez aucun secteur parmi ces 4. Bon, après, si vous avez travaillé un secteur beaucoup, vous pouvez le mettre un peu entre parenthèses, pas l'abandonner, mais travailler un peu moins que les autres, et partir sur les 3 autres. Voilà. Par exemple, si vous avez fait ultra de tactique pendant des mois et des mois et des mois, vous avez fait, je sais pas moi, 10 000 exercices tactiques, bon bah vous pouvez vous dire, bon maintenant je vais en faire un peu moins, au lieu d'en faire 20 par jour, peut-être je vais en faire, je sais pas, une centaine par semaine seulement, ou quelques dizaines par semaine, puis je vais essayer de travailler les finales par exemple, ou la stratégie, ou cette fois je vais faire les ouvertures, voilà. Mais imaginons que vous avez bossé beaucoup d'ouvertures, etc., pendant beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et que vous n'avez pas fait les 3 autres secteurs, bon, changer de stratégie, à partir de là, changer d'approche, laissez un peu de côté les ouvertures, et puis vous concentrez sur les 3 autres secteurs, essayez de vous dire c'est quoi mon point faible, est-ce que c'est plutôt tactique, est-ce que souvent je me prends des tactiques dans les parties, voilà. Bon, voilà, c'était pour une petite parenthèse supplémentaire. Et nous allons voir le dernier coup dont on n'a pas parlé, qui est dame prend D5. Voilà, alors ça fait un peu penser à la Scandinave, une dame qui vient en D5 au début en reprenant un pion. On joue KSC3 bien sûr, et on comprend que les noirs n'ont pas trop réussi leur début. Alors, vous allez me dire quelle est la différence avec une Scandinave. On y va par exemple, allez, dame à 5. On y va, et on pourrait se dire, mais alors, si la Scandinave c'est pas si mal comme ouverture, c'est vrai que c'est pas si mal, pourquoi là ce serait mal pour les noirs? Eh ben, la différence, elle est pas énorme, mais c'est le pion en C2 dans la Scandinave et ici le pion en E2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette position, les blancs ont encore un espoir. Alors évidemment pas maintenant, hein. D'ailleurs c'est l'idée de dame à 5 d'empêcher E4 puis si il prend E4, mais potentiellement on peut amener un deuxième pion au centre. Et ça, ce n'est pas possible dans la Scandinave. Et donc ça fait une assez grosse différence. D'ailleurs on peut, si on a envie, jouer avec les blancs directement fou D2 pour se mettre en face de la dame et déclouer et menacer finalement, basiquement. E4, alors C6 disons, pour pouvoir ramener la dame, qui est un classique de Scandinave également. Et là encore, voilà, alors je vais vous mettre 2 petits exercices, et ce qui va vous permettre en même temps de vérifier si vous avez bien compris tout ça.
Alors que vous jouiez le gambit dame ou pas, hein. C'est bien de comprendre les idées. Et donc voilà, 2 petits exercices pour vous. Ici, ma première question serait, quel coup vous jouez si vous avez les blancs et pensez bien aux réponses possibles des noirs pour choisir votre coup. Vous pouvez mettre la pause. Alors, si vous avez trouvé cavalier F3, bien joué, parce qu'on est sur une situation similaire à tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fait E4 qui a l'air bien prise du centre, eh bien, à chaque fois que vous êtes dans une position comme ça et vous vous dites j'ai envie de faire E4, vous devez vous dire est-ce qu'il répond E5 ou pas? Et est-ce que ça lui donne une position jouable? Et là, E5 encore. Voilà, profite qu'il y a la dame en A5. Et bon, soudain, il libère son jeu quand même avec ce coup, il combat notre centre. Bon, par exemple, on peut toujours prendre et faire cavalier F3. Même là, on est content, on a un pion dans le centre, on a 3 pièces sorties, il doit rebouger sa dame. Même là, on est content. Donc, si vous avez dit E4, c'est pas non plus catastrophe ici, ça allait. Mais sur le principe, si vous jouez cavalier F3 en vous disant que peut-être il allait faire E5, ça c'était bien joué de votre part. Et donc sur par exemple fou F5, qui empêche, c'est de pousser E4, et bien en fait ça empêche rien du tout puisqu'on fait E4 quand même. Et donc là on est sur la tactique évidemment, parce que même la dame en face du fou, si il essaye de prendre en E4 d'une manière ou d'une autre, on va faire cavalier prend et on va gagner une pièce, donc par la découverte. Donc fou G4, et puis simplement dame B3 qui va encore une fois menacer ce fort dame prend B7. Bon, sans doute, c'est pas trop la peine d'aller ultra dans les détails. Je vous montre rapidement la vente que j'ai mis. C'est dame B6, cavalier E5, bon coup. Pour essayer d'attraper la paire de fou. Dame prend B3, A prend B3. On pourrait se dire, oh là là, les pions doublés. Ah, ça donne plutôt une belle colonne pour la tour et du jeu très dynamique pour les blancs. Donc, on a attrapé la paire de fou. Ce fou doit prendre une décision. Bon, pas évident. Hein. Par exemple, fou H5. On peut faire F3 et il risque d'être coincé par la chaîne de pions assez longtemps dans la partie. Et puis après, cavalier FD7. Par exemple, on peut reculer cette pièce car on voit qu'il est assez serré au niveau de voilà, embouteillage, un peu pour les pièces noires, et donc on refuse les échanges dans ce cas-là. On a plus d'espace bien sûr avec notre magnifique centre. Autre exemple, fou O6, et là magnifique D5. Voilà, et sur pion prend D5, grosse erreur. Je crois qu'il y avait les B5, et ici la menace C7 est assez mortelle parce que sur du cavalier A6, on imagine qu'on peut claquer du tour prend. Voilà, donc très désagréable la position ici. Côté noir, il faut jouer du roi D8, on se prend du fou à 5 échecs, et si on fait B6, on se prend du fou prend B6 échecs, et là, on en a marre de cette partie avec les noirs, et peut-être on veut en faire une nouvelle. Bon, eh bien, je crois qu'on a presque terminé. Il nous reste à dire un tout petit mot sur cavalier C3, dame D8, exercice pour vous. Que faites-vous dans cette position avec les blancs? Concentrez-vous, je vous invite à mettre la pause. Alors j'espère, sinon ça veut dire que toute ma vidéo n'aura servi à rien, que tout le monde a joué le coup cavalier F3. Donc voilà, si on fait E4, et bien E5, et on est très très proche de l'idée de la défense Marshall. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs transposé? C'est une question, puisque dans la défense Marshall tout à l'heure c'était le cavalier qui faisait l'aller-retour. Mais ici c'est la dame, mais finalement on a atteint exactement la position où il y a une différence. Moi-même je suis perdu après tous ces détails. Mais tout de même j'ai l'impression que tout à l'heure on était là. Et si on faisait E4 cavalier F6. Voilà, cavalier C3, E5 bon coup. On vérifie. Hop. Voilà, donc E4. E5, c'est le même résultat exactement que tout à l'heure. Donc cavalier F3, bien joué. Il n'y a pas de E5. Il doit faire un coup comme E6. Et finalement, on fait E4. Et on a ce qu'on voulait au départ, quand on a fait pion prend D5 et qu'on lui a cassé son pion du centre. C'est-à-dire pouvoir nous-mêmes nous emparer du centre. Alors vous avez vu qu'il y a pas mal d'implications. Alors ne vous inquiétez pas si ça vous a paru un peu compliqué parfois. J'ai voulu aller au bout de la variante, montrer des considérations quand même assez avancées. Des coups précis, voilà, ça vous donne une idée un peu de la précision que recherchent les grands maîtres, que recherchent les joueurs par correspondance, voilà. Et c'est toujours une bonne approche de se dire quand même, oui, il y a des joueurs comme ça qui cherchent vraiment les choses pointues et de se dire, ok, moi peut-être je vais pas le faire à chaque fois, mais au moins de temps en temps, c'est vrai que je pourrais m'exercer à essayer de faire ça.
Et puis commencer à prendre des bonnes habitudes comme ça, puisque c'est en cherchant le plus possible qu'on peut monter son niveau le plus possible. Si on cherche des petites choses, on se dit oh ça me suffit, alors on va pas monter son niveau forcément de la même manière. Voilà, donc faut être un peu maximaliste aux échecs, pas trop, parce que si on fait trop, ça va être contre-productif. Il faut pas oublier le jeu pratique, mais dans l'idée, quand même, c'est important d'essayer de viser plus haut, voilà, de chercher plus profondément pour progresser. J'espère que ça vous a plu, même si c'était finalement assez long. Donc pour une fois, on parlait un peu ouverture, on parlait un peu différentes choses. J'essayais de vous replacer dans des contextes, différentes thématiques, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour indiquer ce que vous en avez pensé ou si vous avez des remarques. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!